Mon nom est Claire Moreau, et à 68 ans, je n'aurais jamais imaginé vivre ce que je m'apprête à vous raconter. Ma maison à Avignon, avec ses murs de pierre et ses fenêtres qui encadrent les champs de lavande, a été mon refuge pendant 40 ans. Depuis le départ de mon cher Henri il y a 3 ans, cette propriété est devenue plus qu'un foyer. C'est mon identité, mon histoire, le lieu où j'ai élevé mon fils Antoine et où chaque recoin garde de précieux souvenirs. Les matins commençaient toujours de la même façon. Café sur la terrasse en contemplant le mont Ventoux, arrosant les rosiers qu'Henri avait plantés et préparant des pains pour les vendre au marché local. Cette routine me donnait la paix, un sentiment de but que je pensais éternel, comme je me trompais sur ce que le destin me réservait en cet octobre gris. Antoine, mon fils unique, a toujours été ambitieux. À 45 ans, il gère une entreprise de conseil à Paris et me rend rarement visite. Après la mort d'Henri, il a insisté pour s'occuper des démarches successorales, disant que je n'avais pas à me soucier des détails bureaucratiques. Lui faisant entièrement confiance, j'ai signé des documents qu'il disait nécessaires pour faciliter les questions fiscales. Il a toujours été persuasif. Il tenait ça de son père. « Maman, laisse-moi faire. Tu n'as qu'à te soucier d'être heureuse. » disait-il avec ce sourire qui me rappelait le petit garçon qu'il avait été. Je croyais être protégée, que mon fils prenait soin de moi comme je l'avais fait pour lui. Je n'ai jamais soupçonné que ces papiers deviendraient l'outil de ma propre destruction. La confiance d'une mère peut être une bénédiction ou une malédiction. Le mardi 15 octobre, j'étais en train de préparer une ratatouille quand j'ai entendu le bruit de voitures à l'entrée. Par la fenêtre, j'ai vu Antoine sortir d'une Mercedes noire, accompagné d'un homme inconnu, en costume élégant. Mon cœur s'est emballé, mélange de joie et de surprise. Cela faisait des mois que je ne l'avais pas vu. J'ai couru ouvrir la porte, mais son expression m'a glacée. Pas de sourire chaleureux comme je l'espérais, juste un regard froid et déterminé. « Maman, il faut que je te parle », a-t-il dit sans même m'embrasser. L'homme à ses côtés fut présenté comme Monsieur Leroux, agent immobilier. J'ai senti une oppression dans mon estomac, une terrible prémonition. Le vent d'automne soufflait fort, faisant danser les feuilles, dans le jardin, comme si la nature elle-même pressentait la tempête à venir. Antoine est entré dans la maison comme si elle lui appartenait, et apparemment, c'était le cas. Il a posé une mallette sur la table de la cuisine et a commencé à parler comme s'il était en réunion d'affaires. « J'ai vendu la propriété pour 2,5 millions d'euros, a-t-il dit avec une froideur qui m'a coupé le souffle. L'acheteur est un investisseur allemand qui veut la transformer en gîte rural. Vous avez 24 heures pour faire vos bagages. » J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû m'appuyer sur une chaise. « Comment ça, Antoine ? C'est ma maison !» ai-je crié. Mais il s'est contenté de montrer des papiers, affirmant avoir procuration totale. Monsieur Leroux est resté silencieux, visiblement mal à l'aise. « J'ai déjà trouvé une maison de retraite à Marseille. Vous y serez bien soigné, » a continué Antoine, comme s'il parlait du temps qu'il faisait. La réalité m'a frappé comme un coup de poing. Mon propre fils, la personne en qui j'avais le plus confiance au monde, était en train de me chasser de ma maison. Les larmes brûlaient mes yeux, tandis que je regardais autour de la cuisine, où j'avais préparé des milliers de repas, où j'avais consolé ses pleurs d'enfant, où Henri et moi avions planifié nos rêves. « Tu ne peux pas me faire ça », ai-je murmuré, mais Antoine rangeait déjà les papiers. « C'est le mieux pour tout le monde, maman. Tu vieillis, tu as besoin de soins professionnels. » Ces mots étaient comme des coups de poignard. Monsieur Leroux a marmonné quelque chose à propos de donner quelques jours de plus. Mais Antoine a été catégorique. Demain à midi, sans exception. Ils sont partis me laissant seule, anéantie, ne sachant pas comment ma vie était devenue un cauchemar en quelques minutes. J'ai passé la nuit entière éveillée, arpentant la maison comme un fantôme. Chaque photo, chaque meuble,
Chaque souvenir me criait que ma place était ici. Au lever du jour, j'étais dans le jardin, arrosant les rosiers, quand le téléphone a sonné. C'était une voix masculine, formelle et polie. « Madame Moreau ? Je suis le juge Rousseau du tribunal d'Avignon. Nous avons reçu une dénonciation concernant des irrégularités dans la vente de votre propriété. Pourriez-vous vous présenter à mon cabinet aujourd'hui, à 9h ? Mon cœur a bondi dans ma poitrine. Quelqu'un avait découvert quelque chose ? Y aurait-il un espoir ? Bien sûr, monsieur le juge, j'y serai, ai-je répondu d'une voix tremblante. Pour la première fois depuis des heures, j'ai ressenti une étincelle d'espoir. Peut-être que le cauchemar touchait à sa fin, ou peut-être que ce n'était que le début d'une lutte que je ne savais pas si j'aurais la force d'affronter. J'ai enfilé mon plus bel ensemble bleu marine, le même que je portais pour les grandes occasions quand Henri était encore en vie. Mes mains tremblaient tellement qu'il m'a fallu 3 tentatives pour attacher mon collier de perles. Dans le miroir, j'ai vu une femme effrayée, les yeux gonflés par les larmes, mais déterminée à découvrir la vérité. Le chemin jusqu'au tribunal fut une torture. Chaque rue d'Avignon me rappelait de heureux souvenirs que je risquais de perdre pour toujours. Le marché où je vendais mes pains, la place où Antoine jouait enfant, l'église où je m'étais mariée avec Henri. Serait-ce la dernière fois que je passerais par ces lieux en tant qu'habitante ? L'automne peignait les arbres en doré, une beauté mélancolique qui contrastait avec le désespoir de mon cœur. J'ai pris une profonde inspiration avant de monter les marches du tribunal, me préparant à ce qui pourrait être mon dernier espoir. Le cabinet du juge Rousseau était solennel, avec des étagères remplies de livres juridiques et des portraits de magistrats anciens. C'était un homme élégant d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants et aux yeux perçants, qui transmettait gravité et compassion. « Madame Moreau, je vous en prie, asseyez-vous », dit-il d'une voix douce mais ferme. « J'ai reçu une dénonciation anonyme concernant des irrégularités dans la vente de votre propriété. Pouvez-vous me raconter ce qui s'est passé ? » Ma voix a d'abord failli, mais peu à peu, j'ai réussi à raconter toute la situation. Comment j'avais fait confiance à Antoine, les papiers que j'avais signés sans les lire entièrement, la vente soudaine, l'ultimatum de 24 heures. Le juge écoutait attentivement, prenant des notes et fronçant les sourcils. « C'est très grave, madame. Il y a des indices qui pourraient m'en suggérer un abus de confiance et une falsification de documents. Je dois examiner toute la documentation, » a poursuivi le magistrat. « Avez-vous apporté les papiers que votre fils vous a montrés ? » Je lui ai tendu les quelques copies que j'avais pu récupérer avant qu'Antoine ne range tout. Il a analysé chaque page avec l'attention d'un expert, ses sourcils se fronçant de plus en plus. « Madame Moreau, certains de ces documents présentent des irrégularités évidentes. Cette signature ici semble différente des autres, et cette procuration a une date qui ne correspond pas à celle du notaire. » Mon cœur s'est emballé. « Qu'est-ce que cela signifie ? » ai-je demandé, parvenant à peine à parler. « Cela signifie qu'il y a une possibilité de falsification. Je vais ordonner une expertise technique immédiate et suspendre tout transfert de propriété jusqu'à ce que l'enquête soit terminée. Pour la première fois depuis des heures, j'ai senti qu'il y avait peut-être de la justice en ce monde. » Le juge a décroché le téléphone et a appelé l'étude du notaire. Sa conversation fut brève, mais intense. « Oui, je veux tous les documents de la vente de la propriété de Madame Claire Moreau. »« Comment ça ? Il n'y a pas d'enregistrement de vente aujourd'hui. Vérifiez à nouveau. » Il y eut une longue pause. « Je vois. Merci. » Il a raccroché et m'a regardé avec une expression grave. « Madame, il n'y a aucune trace officielle de vente à votre nom. Cela signifie que la transaction n'a pas été officialisée. Je vais émettre une ordonnance d'interdiction de toute modification de la propriété jusqu'à ce que la situation soit clarifiée. » J'ai senti mon corps se détendre pour la première fois depuis hier.
Mais si Antoine revient ? Ai-je demandé, encore effrayée. Il ne peut pas vous forcer à quitter votre domicile. Toute tentative sera considérée comme une contrainte et sera traitée comme un crime. Ces paroles ont sonné comme une musique céleste. Je dois vous faire comprendre la gravité de la situation, a dit le juge, se penchant en avant. Si nos soupçons se confirment, votre fils pourrait faire face à de sérieuses accusations, falsification de documents, escroquerie et abus de faiblesse. Ce sont des infractions graves au code pénal français. J'ai senti un nœud dans ma gorge. Même si Antoine m'avait trahi, il restait mon fils. Je ne veux pas lui nuire, ai-je murmuré. Je veux juste retrouver ma maison. Le magistrat a acquiescé avec compréhension. Je comprends vos sentiments, madame, mais la justice doit suivre son cours. Je vais désigner un officier pour vous accompagner chez vous et s'assurer que vous ne soyez pas perturbé pendant notre enquête. Il a écrit rapidement sur un papier à en-tête. Ce document officiel vous protège de toute tentative d'expulsion jusqu'à nouvel ordre. Je suis sortie du tribunal les jambes chancelantes, mais avec un espoir renouvelé dans le cœur. L'officier Jacques Dubois, un homme robuste en uniforme impeccable, m'a accompagnée jusqu'à la maison. « Madame, si quelqu'un essaie de vous forcer à partir, appelez immédiatement ce numéro, » a-t-il dit en me tendant une carte. N'ouvrez la porte à personne, sans identification officielle. Quand nous sommes arrivés, j'ai vu la Mercedes d'Antoine garée devant le portail. Mon estomac s'est noué, mais cette fois je n'étais pas seule. L'officier s'est posté à mes côtés, tandis qu'Antoine sortait de la voiture, avec une expression furieuse. « Maman, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi y a-t-il un policier ici ? » J'ai pris une profonde inspiration et, pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie forte. Cela signifie que j'ai découvert la vérité, Antoine, et que ceci reste ma maison. Son visage a pâli instantanément lorsqu'il a vu le document officiel dans mes mains. Antoine resta paralysé quelques secondes, ses yeux allant de l'officier au document que je tenais. « Qu'avez-vous fait, maman ?» demanda-t-il d'une voix tendue. « J'ai découvert que tu as essayé de me voler ma propre maison, » répondis-je, surprise par la fermeté de ma voix. L'officier Dubois fit un pas en avant. « Monsieur Moreau, je suis l'officier Jacques Dubois. Une enquête est en cours concernant des irrégularités dans la documentation de cette propriété. Votre mère est sous protection judiciaire. » Antoine passa la main dans ses cheveux, un geste nerveux que je lui connaissais depuis qu'il était enfant. « C'est un malentendu, » murmura-t-il. « J'essayais juste de protéger ma mère. »« Me protéger ?» explosai-je. « Tu m'as donné 24 heures pour quitter la maison où j'ai vécu 40 ans. » Ma voisine Marie apparut au portail, clairement inquiète de l'agitation. Marie Blanchard, 72 ans, fut avocate pendant 40 ans avant de prendre sa retraite. Elle habitait la maison d'à côté depuis 15 ans et nous étions devenus de proches amis, surtout après la mort d'Henri. « Claire, tout va bien ?» demanda-t-elle, regardant Antoine avec méfiance. J'ai entendu des voix s'élever. L'officier se présenta et expliqua brièvement la situation. Marie fronça les sourcils, son instinct juridique activé. « Puis-je jeter un œil aux documents ?» demanda-t-elle. Je lui remis les copies que j'avais et elle examina chaque page avec l'attention d'une spécialiste. « Claire, ces signatures sont clairement différentes et cette procuration présente des vices évidents. » Antoine était visiblement nerveux. « Madame n'a rien à voir avec ça, » dit-il sèchement. « Au contraire, » rétorqua Marie. « En tant qu'ancienne avocate, j'ai le devoir d'aider une voisine en situation de vulnérabilité. »« Maman, s'il te plaît, parlons en privé, » demanda Antoine, tentant de me tirer à l'intérieur de la maison. « Non, » dis-je fermement. « Toute conversation aura lieu ici, devant témoins. »
Son masque de fils aimant tomba finalement, révélant une froideur qui me glaça. « Tu fais une terrible erreur. Je suis ton fils. J'ai tout géré pour toi. Gérer ne veut pas dire me chasser de ma maison, » rétorquai-je. L'officier du bois intervint. « Monsieur Moreau, vous devez vous présenter au tribunal demain à 9h pour des éclaircissements sur la documentation. Toute tentative de quitter la région sera considérée comme une fuite. » Antoine pâlit encore plus. « C'est ridicule, j'ai des affaires à Paris. » « Alors vous auriez dû y penser avant de falsifier des documents, » dit Marie d'une voix tranchante. Le silence qui s'ensuivit fut lourd de tension. Antoine nous regarda tous comme un animal acculé. « Vous ne comprenez pas sa situation financière, » tenta-t-il une dernière carte. « Elle n'a pas les moyens de garder cette propriété. Les impôts, l'entretien, tout cela est très cher pour une retraitée. » « C'était à moi de prendre cette décision, » répondis-je avec fermeté. « Pas à toi, sans même me consulter. » Marie croisa les bras. « Antoine, je connais votre mère depuis des années. Elle gère très bien ses finances. Elle vend des pains au marché, entretient sa maison, paie toutes ses factures à temps. Votre allégation ne tient pas la route. » L'officier prit note de tout. De plus, continua Marie, même s'il y avait des difficultés financières, il existe des procédures légales pour les résoudre. Falsifier des documents n'est jamais la solution. Antoine comprit qu'il était en train de perdre la discussion. Son expression changea pour quelque chose entre le désespoir et la colère. « Vous allez le regretter, » dit Antoine, sa voix chargée de menaces. J'ai investi beaucoup de temps et d'argent dans cette situation. Il y aura des conséquences. L'officier du bois s'approcha immédiatement. « Monsieur Moreau, cela ressemble à une menace. Je vais l'inclure dans le rapport. » Antoine réalisa qu'il était allé trop loin. « Ce n'était pas une menace, » tenta-t-il de se corriger. « C'était juste de la frustration. » Marie secoua la tête. « Antoine, vous vous enfoncez de plus en plus. En tant qu'avocate, je peux vous dire que la falsification de documents peut entraîner jusqu'à 5 ans de prison. Les menaces aggravent la situation. » Je ressentis un mélange de tristesse et de soulagement. Tristesse de voir mon fils dans cette situation. Soulagement d'avoir enfin des gens à mes côtés qui se battaient pour la justice. « Pars, Antoine, » dis-je doucement. « Reviens seulement quand tu seras prêt à me traiter comme ta mère, pas comme un obstacle. » Antoine resta silencieux de longues secondes, regardant la maison qu'il avait tenté de me prendre. Un instant, je vis en lui l'enfant que j'avais élevé, mais très vite, le masque froid revint. « Ce n'est pas fini, » murmura-t-il, se dirigeant vers la voiture. « Au contraire, » dit l'officier du bois. « Rappelez-vous, tribunal demain à 9h. Toute absence sera considérée comme un outrage. » Nous le regardâmes partir en Mercedes, laissant un nuage de poussière dans l'air. Marie passa un bras autour de mes épaules. « Claire, vous avez été très courageuse. Je sais que vous devez souffrir, mais vous avez fait ce qu'il fallait. » Je sentis des larmes dans mes yeux, mais cette fois, elles n'étaient pas de désespoir. « Merci, Marie. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous et sans l'officier. » « Nous serons là aussi longtemps que vous en aurez besoin, » assura Dubois. « La justice prévaudra. » À cet instant, en regardant ma maison, je sentis que je retrouvais enfin non seulement ma propriété, mais aussi ma dignité. Le lendemain matin, Marie m'accompagna au tribunal. Antoine arriva ponctuellement, accompagné d'un avocat qui semblait nerveux. Le juge Rousseau présenta les résultats de l'expertise. Les signatures étaient fausses, la procuration avait été altérée et il n'existait aucun acheteur allemand. L'investisseur supposé était fictif, expliqua le magistrat. Monsieur Moreau a créé une société écran pour simuler la transaction. Mon estomac se souleva. Comment mon propre fils en était-il arrivé là?
Antoine restait tête baissée, évitant mon regard. De plus, continua le juge, nous avons découvert qu'il avait déjà tenté ce stratagème avec d'autres personnes âgées de la région. Madame Moreau n'était pas sa première victime. Le choc me laissa sans voix. Mon fils n'était pas seulement un escroc, mais un escroc en série qui exploitait des personnes vulnérables comme moi. Compte tenu de la gravité des crimes, falsification de documents, escroquerie et formation d'un système criminel, je condamne le prévenu à 3 ans de prison en régime de semi-liberté et à une amende de 50 000 €, annonça le juge. De plus, il lui est interdit d'approcher la victime et il devra rembourser tous les frais de justice. Antoine leva enfin les yeux, et je vis en eux non du repentir, mais de la colère. « J'interjette appel de cette décision », dit son avocat. « C'est votre droit », répondit le magistrat, « mais la sentence sera appliquée immédiatement. » Je vis mon fils me noter et ressentis une profonde douleur dans ma poitrine. Même s'il m'avait trahi, il restait mon enfant. « Antoine !» l'appelai-je quand il passa près de moi. Il s'arrêta et me regarda. « Je te pardonne », murmurai-je. « Mais tu dois te faire aider !» Il secoua simplement la tête et fut emmené par les officiers. Dans les mois qui suivirent, Antoine purgea sa peine en régime de semi-liberté, travaillant le jour et retournant en prison la nuit. Il m'écrivit une lettre d'excuse, expliquant qu'il s'était retrouvé impliqué dans des paris et avait contracté d'énormes dettes. « Maman, je sais que je n'ai pas droit à ton pardon, mais je veux que tu saches que je regrette profondément, » écrivait-il. « L'avidité m'a aveuglée et j'ai failli détruire la seule personne qui m'a toujours aimée inconditionnellement. » Je pleurais en lisant ces mots. Marie, qui était devenue ma confidente et meilleure amie, me conseilla. « Claire, pardonner ne signifie pas oublier. Tu peux l'aimer sans lui faire de nouveau confiance. » Sa sagesse m'a aidée à trouver la paix. J'ai rendu visite à Antoine 3 fois en prison, toujours accompagnée de Marie. Lentement, nous avons entamé un processus douloureux mais nécessaire de reconstruction. La communauté d'Avignon m'a accueilli de manière extraordinaire après que l'affaire eut acquis une certaine notoriété. Ma petite boulangerie artisanale est devenue célèbre et maintenant je vends non seulement des pains, mais aussi des confitures et des biscuits aux touristes qui viennent rencontrer la femme courageuse qui a affronté son propre fils. Marie m'a aidé à organiser mes finances et nous avons découvert que j'avais plus de ressources que je ne l'imaginais. Vous avez toujours été indépendante, Claire, a-t-elle dit. Il fallait juste vous en souvenir. L'officier Dubois est devenu un ami de la famille et s'arrête souvent prendre un café. Madame est devenue un symbole de résistance pour de nombreuses personnes âgées de la région, m'a-t-il dit. Son courage a inspiré d'autres personnes à dénoncer des abus similaires. 2 autres cas d'escroquerie familiale ont été découverts grâce à mon témoignage. J'ai ressenti de la fierté d'avoir contribué à protéger d'autres familles. Ma maison a retrouvé une nouvelle vie après la tempête. J'ai rénové la cuisine, repeint les murs et créé un petit café sur la véranda où je reçois des visiteurs. Marie m'a suggéré d'écrire mes mémoires et j'ai commencé un livre sur mon expérience. « Votre histoire doit être racontée », a-t-elle insisté. Cela peut aider d'autres personnes dans des situations similaires. Petit à petit, j'ai appris à faire confiance à nouveau, mais avec sagesse. J'ai installé des caméras de sécurité, créé un fonds d'urgence distinct et je consulte Marie avant de signer tout document important. Les rosiers d'Henri ont fleuri plus magnifiquement que jamais, comme pour célébrer ma victoire. Chaque matin, en arrosant le jardin, je remercie d'avoir trouvé la force de me battre. La solitude que je ressentais auparavant a été remplacée par un solide réseau de véritables amitiés. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, je regarde en arrière et je vois que ce jour terrible a aussi été une renaissance. Antoine a purgé sa peine et reconstruit sa vie à Marseille
travaillant dans une ONG qui aide les personnes ayant des problèmes d'addiction. Nous maintenons un contact limité, mais respectueux. Il suit une thérapie et regagne lentement ma confiance. Le temps guérit de nombreuses blessures, dit souvent Marie. Mais certaines cicatrices nous rappellent d'être plus forts. J'ai appris que la famille ne se définit pas seulement par le sang, mais par ceux qui sont à nos côtés dans les moments difficiles. Ma vraie famille comprend aujourd'hui Marie, l'officier du bois, mes voisins et tous ceux qui m'ont soutenu. Ma maison reste mon refuge, mais elle est maintenant aussi un symbole de résistance et de dignité. Je ne serai plus jamais une victime silencieuse. Je suis Claire Moreau, survivante et guerrière.